France Info et France 24 présentent Bonjour, c'est l'un des points chauds du globe. Taïwan suscite la convoitise du nouveau géant de la planète, la Chine. Pékin multiplie les incursions aériennes et menace son voisin d'invasion. Va-t-on vers un conflit majeur? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous, Antoine Bondas, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la Chine, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Mais d'abord, à quoi donc ressemble Taïwan, Claire Giroux? Eh bien, Raphaël, regardez, on va pour cela jeter un coup d'œil à cette carte. Donc, Taïwan, c'est cette petite île ici en blanc. Elle se situe en fait au large de la Chine, à 160 km seulement donc de la Chine. Et on a ici au nord le Japon, au sud les Philippines. Et si on zoome dans l'image, vous découvrez donc sa capitale, Taipei, qui se situe donc au nord de l'île. Alors la superficie, elle est de 35 980 km². Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu plus grand que la Belgique. La population, elle est de 20 millions d'habitants. C'est assez important puisque ça fait de ce pays l'un des plus densément peuplés de la planète. Une histoire, celle de Taïwan, intimement liée à celle de la Chine. Oui, alors pour cela, il faut remonter en 1949. Donc à ce moment-là, le gouvernement communiste de Mao Tse-tung remporte la guerre civile chinoise. Et donc que va-t-il se passer? Eh bien, le gouvernement donc nationaliste de Chiang Kai-shek, que vous découvrez ici à l'image, va tout simplement se réfugier sur l'île de Formose. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, donc sous la protection des États-Unis. Et donc, Taïwan, finalement, ne va jamais prendre son indépendance. Elle est d'ailleurs toujours considérée comme une province par la Chine. Elle n'est pas reconnue non plus par les Nations Unies. Et donc, seule une poignée, une quinzaine d'États aujourd'hui, entretient des relations diplomatiques avec Taïwan. Et voilà, on en est là. Depuis, l'histoire s'est comme figée. Sauf que l'actuel président chinois Xi Jinping fait valoir ses prétentions. En témoigne le nombre record d'incursions militaires chinoises centré ces derniers jours dans le ciel de Taïwan. On voit ça avec Ethan Nagy en images pour France 24. Le moment n'est pas choisi au hasard. C'est en pleine commémoration de la révolution de 1911 que Xi Jinping s'est de nouveau exprimé sur le sort de Taïwan. Au Palais du Peuple à Pékin, devant une salle comble, il assure que la réunification avec le petit État insulaire est inéluctable. La séparation avec Taïwan est le plus grand obstacle à la réunification de la mère patrie. Elle représente aussi un danger caché pour le renouvellement de notre nation. Le président chinois parle de réunification pacifique, mais sur le terrain, l'approche est beaucoup plus agressive. Environ 150 avions militaires chinois ont fait des incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan. La Chine a toujours considéré l'île comme l'une de ses 23 provinces. La pression militaire, mais aussi diplomatique et économique, s'est accentuée depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir à Taïwan de Tsai Ing-wen. La présidente, issue d'un parti pro-indépendance, est la bête noire des communistes. Taïwan ne cherche pas la confrontation militaire. Nous voulons une coexistence paisible, stable, prévisible et mutuellement bénéfique avec nos voisins. Mais Taïwan fera tout son possible pour défendre sa liberté et son mode de vie démocratique. Taïwan espère compter sur le soutien de Washington. L'administration Biden a réaffirmé qu'elle s'opposerait à toute action unilatérale de Pékin. Nous sommes très préoccupés par les activités militaires provocantes de la Chine près de Taïwan. Ce serait une erreur de calcul, car cela pourrait saper la paix et la stabilité de la région. Des responsables du Pentagone ont confirmé que des forces spéciales américaines entraînaient depuis plusieurs mois des soldats taïwanais. La Chine, elle, a toujours mis en garde contre toute ingérence étrangère dans ce conflit. Antoine Bondas, à voir ces avions chinois voler dans cette zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan, il y a un risque d'incident majeur. Aujourd'hui, le risque d'incident, il est faible, il y a des tensions, mais la Chine et Taïwan en ont connu depuis des décennies. Il faut se rappeler par exemple de la première crise dans le détroit de Taïwan au début des années 50, la seconde à la fin des années 50, plus récemment au milieu des années 90, lorsque la Chine communiste a multiplié les démonstrations de force, notamment à travers des essais balistiques. C'était juste avant les élections présidentielles à Taïwan. Et on entre désormais dans une nouvelle phase de tension. Mais pour l'instant, les provocations chinoises, même si elles sont très importantes, même si elles sont très remarquées, elles restent mesurées. La Chine
pénètre aujourd'hui dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan, ce n'est pas l'espace aérien. La nouveauté, c'est que la Chine ne le faisait pas il y a quelques années, elle le fait désormais, elle le fait de façon extrêmement visible et elle s'en félicite puisque autour du 1er octobre, fête nationale à Pékin, les médias d'État chinois affirmaient « Cette année, il n'y a pas eu de défilé militaire à Pékin, il a eu lieu dans le détroit de Taïwan ». À l'origine de ces tensions récentes, il y aurait la demande de Taïwan de rejoindre le partenariat transpacifique global et progressiste, quelques jours seulement après une demande similaire de la Chine. C'est vu comme un casus belli, ça, pour Pékin? Alors, cette demande n'est pas en soi vue comme un casus belli. Il faut rappeler, par exemple, que Taïwan fait partie de l'OMC aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce, et qu'elle a, entre 2008, 2009 et 2016, fait partie en tant que membre observateur de certaines organisations internationales qui le permettaient. Par exemple, l'Assemblée mondiale de la santé, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, ou encore l'Organisation internationale pour l'aviation civile. Et donc, ce n'est pas ça en soi qui attise les tensions. Il y a d'un côté la hausse des capacités chinoises, on l'a vu ces dernières années, une multiplication par 6 des dépenses militaires chinoises, et cet objectif chinois qui est de conquérir Taïwan. Et pour être extrêmement précis, la Chine communiste n'a jamais contrôlé Taïwan. Taïwan a fait partie, de fait, de l'empire Qing à la fin du 19e siècle, l'ensemble de l'île pendant 10 ans. Puis l'île a été occupée pendant 50 ans par les Japonais. C'est en 1945 que la République de Chine, qui reste aujourd'hui le nom du régime politique à Taïwan, de fait, reprend contrôle de Taïwan. Et en 1949, les réfugiés, de fait, nationalistes, ne vont plus que contrôler que cette île. Mais ce qui est très important, c'est que du côté taïwanais aujourd'hui, la présidente Tsai Ing-wen, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas pro-indépendance. Elle est entre guillemets pro-autonomie. Mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas les débats qu'il y avait il y a 15 ans à Taïwan sur, par exemple, une demande d'adhésion formelle à l'ONU. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Ce que veulent les Taïwanais avant tout, c'est maintenir le statu quo et maintenir de fait leur autonomie, leur système politique, leur société, etc. En tout cas, vu Taïwan, on prend la menace très au sérieux, même si on a l'habitude des accès de colère de la Chine, n'est-ce pas, Adrien Simard pour France 24 à Taipei? Oui Raphaël, alors ce qui est intéressant de constater ici, c'est qu'en réalité, les Taïwanais ne sont pas particulièrement paniqués par ces intimidations. À Taïwan, on est en quelque sorte habitué à ces menaces, cela fait plusieurs décennies que ça dure. Et puis les Taïwanais savent aussi qu'une invasion de Taïwan ne serait pas une partie facile pour Pékin. Taïwan est un archipel de 24 millions d'habitants, à la géographie accidentée, et puis au secteur des semi-conducteurs stratégiques pour le monde entier. Ça ne veut pas dire pour autant que les Taïwanais ne s'inquiètent pas. Ils ont évidemment suivi l'augmentation des manœuvres militaires chinoises aux portes de l'archipel ces derniers mois. Au début du mois d'octobre, le ministre de la Défense parlait même de la situation la plus difficile depuis 40 ans, ajoutant que la Chine pourrait être en mesure d'envahir Taïwan d'ici 4 ans. L'armée taïwanaise qui justement s'est fixée comme objectif de dissuader toute tentative d'agression chinoise en augmentant par exemple son budget de la défense de 10% pour l'année 2021. Elle peut en tout cas compter sur ce point sur le soutien des Taïwanais majoritairement opposés à l'annexion chinoise. Selon de récents sondages, plus de 2 tiers d'entre eux seraient prêts à se défendre en cas d'une agression de la Chine. Antoine Bondas, vous venez de l'évoquer, le fait que Taïwan est à sa tête. Une femme, la présidente Tsai Ing-wen, très soucieuse, peut-être pas de son indépendance, mais à tout le moins de son autonomie vis-à-vis de Pékin, ça change la donne. Ça change la donne pour Pékin et c'est évidemment un problème. Aujourd'hui, un des problèmes du point de vue du Parti communiste chinois, c'est que la présidente Tsai Ing-wen ne reconnaît pas ce qu'on appelle le consensus de 1992, qui était un accord entre le Parti communiste et les nationalistes, le parti Kuomintang qui était alors au pouvoir. La présidente Tsai Ing-wen a une position qui est un petit peu différente. Elle est de dire que Taïwan est de fait aujourd'hui autonome, que Taïwan, encore une fois, n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine et qu'il y a à Taïwan des institutions, une armée, une politique étrangère qui différencie de fait l'île du continent. Et c'est cette autonomie, c'est cette spécificité évidemment que les Taïwanais veulent conserver. Et quand on prend d'autres sondages à Taïwan, on a aujourd'hui par exemple que 2% de la population qui serait favorable à une unification avec le continent. C'est généralement des personnes plus âgées. Mais parmi les jeunes aujourd'hui à Taïwan, ils se considèrent comme Taïwanais, de moins en moins comme Taïwanais et Chinois. Et ce qu'ils veulent, en tout cas, c'est pouvoir maintenir tout simplement leur mode de vie, le fonctionnement institutionnel de leur gouvernement, etc. Le département d'État américain, lui, vient de redire son engagement indéfectible envers Taïwan. Une législation de 1979 permet notamment à Washington de fournir une aide militaire à l'île.
Mais l'exemple du désengagement américain d'Afghanistan a de quoi inquiéter, d'après vous, les Taïwanais? Alors, c'est en tout cas le message que cherche à faire passer Pékin. Mais lorsque vous êtes du point de vue de Taïwan, ou plus largement du Japon, de la Corée du Sud ou de l'Australie, la perspective est évidemment très différente. Le retrait américain de l'Afghanistan est vu comme quelque chose d'extrêmement positif, puisque les Américains, désormais, puissent se reconcentrer sur la région Indo-Pacifique, et notamment pour faire face à la Chine ou à de certaines provocations chinoises. Ce qui est très important du point de vue américain, c'est qu'il y a des garanties de sécurité données à Taïwan, même s'il n'y a pas d'alliance, il faut être très précis, entre Taïwan et les États-Unis. Et comme vous l'avez rappelé, ces garanties de sécurité, elles remontent à la fin des années 70, puisque de 1945 jusqu'en 1979, les États-Unis avaient des relations diplomatiques avec ce qu'on appelle la République de Chine, Taïwan, c'est-à-dire le régime encore aujourd'hui à Taïwan, et non pas avec la République populaire de Chine à Pékin. Et lorsque les États-Unis ont changé, entre guillemets, de relations diplomatiques qu'ils en ont établies avec Pékin, ils ont depuis conservé ces garanties de sécurité à Taïwan, qui est de dire « nous vous aiderons à vous défendre, non seulement en vendant des armes, mais potentiellement en cas de conflit, en intervenant ». Et les Américains, jusqu'à présent, conservent une forme d'ambiguïté stratégique. Ils ne disent pas précisément ce qu'ils feraient en cas d'attaque chinoise, mais côté taïwanais, les gens sont aujourd'hui convaincus que les Américains, en tout cas, feraient quelque chose. Preuve en tout cas de ces tensions croissantes et de la guerre de propagande que se livrent Pékin et Taipei. On peut trouver des jeux vidéo où les armées des deux pays se font déjà la guerre de manière virtuelle. On va en voir un court extrait dans un instant. Mais ça vous étonne, vous, Antoine Bondaz, ou c'est abondamment déjà présent dans la culture populaire des deux pays? Alors, ce n'est pas présent dans la culture populaire de Taïwan, et il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, Taïwan ne représente en aucun cas une menace militaire pour la Chine. C'est bel et bien la Chine qui représente une menace pour Taïwan, et on a un discours de plus en plus nationaliste en Chine, d'essayer d'exciter, entre guillemets, les passions. On voit les jeux vidéo, on voit certains films, on voit même des peintures et des infographies qui sont de plus en plus relayées dans les médias d'État chinois qui célèbrent une potentielle attaque de Taïwan, même le jugement, voire même la condamnation à mort de certains dirigeants à Taïwan, dont la présidente. L'objectif, c'est quoi? C'est toujours le même de Pékin. Ce n'est pas forcément d'attaquer demain Taïwan, c'est d'essayer d'intimider, de faire peur à la population taïwanaise, tout en flattant l'ego, mais aussi le nationalisme d'une grande partie des Chinois. La presse, dans ce jeu-là, elle joue un rôle aussi, elle peut servir d'instrument à ces tensions? La presse chinoise aujourd'hui, qui est une presse d'État, joue évidemment un rôle très important pour exalter ce nationalisme, mais aussi pour diffuser des fausses informations et essayer de manipuler les Taïwanais. Et on a vu notamment se multiplier ces dernières années des interférences chinoises dans les processus électoraux à Taïwan. Et ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, ce jeu vidéo dont je vous parlais à l'instant, on va en voir à présent un bref extrait. Voilà, et c'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un court instant après un journal. Restez avec nous sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, on est toujours ensemble pour revenir sur les tensions autour de Taïwan avec vous, Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Si Taïwan est loin d'être une proie facile, Claire Giroux, c'est d'abord parce que son économie est celle d'un grand pays. Oui, alors Taïwan est un petit pays par la taille, on l'a vu tout à l'heure, mais son économie est effectivement extrêmement puissante, grâce notamment au Made in Taiwan. Donc peu de ressources, mais ce pays est devenu stratégique, notamment par la fabrication de ces fameuses puces informatiques. Et donc aujourd'hui, il est devenu l'un des pays les plus riches du monde, avec une très forte croissance et un taux de chômage inférieur à 4%. Et oui, vous venez de le dire, parmi ces atouts, il y a donc ces puces, les semi-conducteurs. La pénurie récente due au Covid, qui a tant ralenti les chaînes d'approvisionnement, a mis en lumière cet état de fait. Aujourd'hui, le monde dépend de Taïwan pour une grande partie de son économie, y compris en Chine. Reportage de Gaspard de Florival pour France Télévisions.
Des usines entières au ralenti à travers le monde. Et des ouvriers qui se retrouvent au chômage technique. Les coupables, les voici. Les semi-conducteurs présents partout dans des milliards d'appareils électroniques, les tableaux de bord de nos voitures, nos smartphones ou nos consoles de jeux. Ces composants sont en rupture, en cause une forte demande mondiale après des mois de pandémie, mais aussi des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis lors du mandat de Donald Trump. Depuis le début de l'épidémie, notre dépendance au matériel électronique a fait exploser la demande en ordinateur ou en télévision, par exemple. Dans le même temps, les mesures sanitaires ont mis à l'arrêt les usines qui fabriquent ce composant. Mais derrière cela se cache aussi une guerre commerciale. Les États-Unis, avec le géant Intel, maîtrisent la conception des semi-conducteurs. Mais ce sont surtout ses partenaires, Taïwan et la Corée du Sud, qui en fabriquent les 3/4. La Chine, elle, importe ses composants et assure l'assemblage des appareils électroniques. Problème, en 2020, pour conserver l'avantage dans le secteur, Donald Trump a interdit aux entreprises chinoises l'accès à ces matériaux américains. Conséquence, l'empire du milieu a stocké des semi-conducteurs pour continuer à produire et à assembler ces appareils, accentuant la pénurie. Résultat, pour être autonome, la Chine a investi 180 milliards d'euros pour développer sa propre industrie de semi-conducteurs. Dans cette course à l'autonomie, 16 pays européens ont aussi uni leurs forces pour produire le précieux matériau. La pénurie, elle, pourrait durer jusqu'en 2023. C'est à l'occasion de cette crise du Covid, Antoine Bondaz, qu'on s'est aperçu du poids qu'avait pris Taïwan dans l'économie mondiale. En grande partie, oui. Aujourd'hui, Taïwan, c'est peut-être la superficie des Pays-Bas, mais c'est l'économie de la Turquie sur un donc très petit territoire. Puis surtout, une économie qui, dans certaines chaînes de valeur, a un rôle extrêmement important. Et vous l'avez démontré là avec les semi-conducteurs. Alors, la pandémie de la Covid-19, elle a mis l'accent sur Taïwan et elle a mis Taïwan dans la lumière sur 2 points. Premièrement, c'est une bonne gestion de la pandémie de la Covid-19. Et même s'il y a eu une flambée épidémique au tout début de l'été, elle a été parfaitement contrôlée. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout ou quasiment pas de transmission du virus à Taïwan. Et puis de l'autre côté, c'est cela a rappelé à tout le monde que sur les semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui si importants pour produire une voiture, pour produire des éoliennes, pour produire des téléphones portables, ce qui est plus évident. Aujourd'hui, Taïwan a un rôle fondamental, tout comme la Corée du Sud. Et c'est la conjugaison des savoir-faire américains, des plaques de silicium produites en Europe et aujourd'hui des fonderies, c'est-à-dire la fabrication de ces semi-conducteurs à Taïwan, qui fait aujourd'hui de Taïwan un chaînon indispensable à l'économie internationale. Préserver ce maillon essentiel de l'économie mondiale hors de l'orbite chinoise, c'est ce qui explique ce fameux partenariat indo-pacifique dont on a entendu parler entre les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le fait qu'on voit aussi des navires de guerre croiser ces derniers jours dans le détroit de Taïwan, américains, mais aussi canadiens. Alors, je ne pense pas que les semi-conducteurs soient la raison en soi. Et aujourd'hui, il faut être très clair, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, personne ne dit aux Taïwanais ce que doit être leur avenir et dicte aux Taïwanais leur avenir. Justement, le message des États-Unis, le message plus largement des Japonais, des Australiens, des Européens, c'est de dire que c'est aux Taïwanais de décider de leur avenir et non pas aux Chinois. Alors, la question de AUKUS, cette fameuse alliance militaire, en tout cas cette coopération étroite entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, elle vise à faire face à ce qui est considéré de plus en plus, notamment du point de vue australien, comme une menace chinoise, notamment du fait de ses capacités chinoises qui s'accentuent, mais aussi du comportement chinois dans la région, avec certaines promesses non tenues. Par exemple, cette artificialisation puis militarisation d'îlots en mer de Chine méridionale, alors qu'en 2015, Xi Jinping s'était engagé à ne pas les militariser. Un comportement plus agressif, on l'a vu, autour de Taïwan, et puis surtout une volonté chinoise aujourd'hui de plus en plus d'utiliser l'arme économique à des fins politiques, et on le voit avec l'ensemble des sanctions économiques que la Chine a imposées sur l'Australie ces dernières années. Ouais, c'est tout récemment, à l'occasion de la commémoration du 110e anniversaire de la révolution chinoise de 1911, Xi Jinping promettait la réunification avec Taïwan par des moyens pacifiques. Pourquoi cette soudaine accès d'humeur de la part de la Chine? Arnaud Miguet, vous qui êtes sur place pour France Télévisions, quelle est l'explication? Eh bien, bonjour Raphaël, parce que Pékin teste encore et toujours, parce que Pékin joue la guerre d'usure ou la guerre des nerfs, parce que Pékin joue l'intimidation, le harcèlement, diront certains. La petite Formose avait échappé à Mao, elle n'échappera pas, semble-t-il, au président Xi Jinping qui ne cesse de le répéter, et il l'a redit récemment, le 10 octobre dernier, la réunification entre la Chine et Taïwan peut être réalisée, et c'est le morceau important.
elle le sera. Fin de citation. Le président chinois parle de réunification pacifique alors que son pays multiplie les démonstrations de force. C'est un message qui s'adresse aussi bien aux Taïwanais qu'à la population chinoise, dans un pays qui se drape de plus en plus dans le patriotisme, voire le nationalisme, d'autant que Taïwan est au cœur des tensions entre les deux rivaux, les États-Unis et la Chine, les États-Unis soutenant de plus en plus ouvertement Taipei, militairement et diplomatiquement. Évidemment, cela ne plaît pas aux Chinois. C'est un baromètre de la rivalité entre Pékin et Washington, une rivalité qui est aussi exacerbée sous le président Biden qu'elle ne l'était sous le président Trump. Alors, il faut dire à Antoine Bondas qu'il y a le précédent de Hong Kong tout récemment. Pékin était censé accorder à cette région administrative spéciale un haut degré d'autonomie pendant 50 ans jusqu'en 2047, après le transfert de la souveraineté du Royaume-Uni. Mais dans les faits, c'est un vœu pieux. Depuis la nouvelle loi de sécurité nationale promulguée l'année dernière, Taïwan pourrait connaître le même sort. Alors, on n'est pas du tout dans la même situation. Hong Kong fait partie de la République populaire de Chine et personne n'a jamais dit que Hong Kong n'en faisait pas partie, en tout cas personne aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Taïwan aujourd'hui ne fait pas partie de la République populaire de Chine. Taïwan a ses propres institutions, a une société qui s'est démocratisée encore une fois au cours de ces 30 dernières années. Et donc la situation est extrêmement différente et c'est bien le problème pour Pékin. Pékin n'a pas les leviers sur Taïwan qu'elle avait sur Hong Kong. Et puis Taïwan, ça représente un véritable problème pour la Chine. On a parlé des questions politiques, l'objectif de réaliser ce que Xi Jinping appelle la renaissance de la nation chinoise. Mais deuxièmement, le problème, c'est que Taïwan, c'est un contre-modèle pour le Parti communiste, un contre-modèle extrêmement puissant. C'est une société de culture chinoise, de plus en plus multiculturelle, qui s'est démocratisée de l'intérieur. Et lorsqu'aujourd'hui, la Chine communiste met en avant les valeurs traditionnelles chinoises pour légitimer leur autorité du Parti communiste, on voit bien que Taïwan est un contre-modèle. C'est en quelque sorte de plus en plus le némésis du Parti communiste. Et ça pose un sérieux problème à Pékin. Un contre-modèle inoffensif ou bien un morceau trop gros à avaler pour la Chine? Taïwan a les moyens de se défendre. Alors Taïwan a des moyens de se défendre, évidemment. Taïwan n'est pas seul, encore une fois, il faut rajouter les États-Unis dans l'équation. Et puis surtout, la question n'est pas tant de savoir si la Chine, à court terme ou à moyen terme, pourrait gagner un conflit militaire. Le rapport de force est de plus en plus défavorable à Taïwan et il est fort probable que s'il y a un conflit dans plusieurs années, la Chine le gagnera. Mais ce n'est pas parce que la Chine peut gagner un conflit qu'elle ira au conflit, pour deux raisons. Premièrement, l'intérêt de la Chine, c'est évidemment de conquérir Taïwan sans avoir à se battre, en essayant de démoraliser la population, de l'influencer, et on le voit tous les jours. Et puis surtout, conquérir Taïwan a un coût pour la Chine. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que la Chine est prête à payer le coût pour conquérir Taïwan? Et c'est là-dessus que les Taïwanais jouent de plus en plus. C'est rendre, entre guillemets, une attaque sur Taïwan trop coûteuse, et surtout de rendre la société taïwanaise indigestible, entre guillemets, à la société chinoise. Ces tensions, en tout cas, entre Taïwan et la Chine ne datent pas d'hier. Dès 1949, les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek s'y replient face à la victoire de Mao Zedong sur le continent. Avec l'armée désormais communiste de Pékin, les affrontements se succèdent. Première crise du détroit de Taïwan en 1954, deuxième crise en 1958. Cette fois, en réaction au réchauffement russo-américain, la Chine cherche à braquer les projecteurs sur la question taïwanaise. Retour en images sur cette page d'histoire. En état d'alerte permanent depuis des années, l'armée de Chiang Kai-shek dispose d'une puissante flotte d'avions auquel le goût chinois a conféré une figure vraiment guerrière. Cette flotte aérienne est soumise à un entraînement continuel. En fonction de la situation insulaire de Formose, les hommes sont solidement entraînés aux diverses opérations de débarquement. Commandos légers équipés de canots pneumatiques. Fantassins adaptés aux opérations combinées. 630 000 soldats sont ainsi engagés dans des sortes de grandes manœuvres permanentes. Les éléments blindés jouent aussi un rôle important dans la Grande Île, dernier bastion nationaliste placé aux portes de la Chine populaire. Si ce potentiel militaire reste défensif, la guerre psychologique, elle, est active. Par le moyen de ballons, la propagande s'est appropriée les vents favorables, qui sont de la sorte mis à contribution pour porter les messages sur le continent. Vous l'évoquiez à l'instant, Antoine Bondas, le rapport de force a
fortement évolué depuis ces images qu'on vient de voir? Bien sûr, dans les années 50, Chiang Kai-shek hérite d'une grande capacité des équipements militaires de la Chine de l'époque. Et la Chine maoïste est alors en reconstruction. Elle est engluée dans la guerre de Corée entre 50 et 53. Et Mao Zedong n'a pas les moyens d'envahir Taïwan. Ce qui change aujourd'hui, c'est deux choses. Premièrement, plus personne à Taïwan ne souhaite reconquérir la Chine. Et puis, de l'autre côté, la Chine a les capacités désormais, notamment d'attaquer Taïwan de plus en plus, des capacités balistiques notamment, mais aussi de pouvoir à terme débarquer sur Taïwan. Et c'est la démonstration de force, notamment avec le développement de capacités qu'on appelle amphibies. Le ministre de la Défense taïwanais a dit récemment Pékin aurait les capacités de mener une invasion à grande échelle de Taïwan d'ici 2025. Pourquoi 2025 ? Alors, c'est un chiffre, entre guillemets, arbitraire qui est donné là par le ministre de la Défense, mais ce qu'il veut dire, c'est encore une fois que le rapport de force est de plus en plus défavorable à Taïwan. Et ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'accroître le coût, entre guillemets, d'une telle intervention côté chinois. Et puis, c'est plus largement de maintenir le statu quo. Et là-dessus, les Américains, les Japonais, les Européens ont un rôle à jouer pour prévenir un conflit dans le détroit de Taïwan, puisqu'il faut bien avoir conscience que s'il y avait demain un conflit autour de Taïwan, cela aura des conséquences globales, y compris pour les Européens. Il y a plus de 15 000 Européens qui vivent à Taïwan. On l'a dit, Taïwan a un rôle clé et un maillon indispensable à l'économie internationale. Et puis cela, évidemment, aurait des répercussions sur d'autres questions. Merci Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Nous arrivons au terme de cette émission. On se retrouve dans 3 semaines, juste après les vacances. D'ici là, retrouvez-nous sur nos sites internet france24.com et franceinfo.fr. Très bonne semaine à tous.